Donc ça inaugure très bien un peu le sujet dont je vais vous parler. Moi, je suis Jyoti Sharma, je suis chirurgien pédiatre à Lille. Je vais essayer de faire vite. Juste pour illustrer un petit peu le propos, quand on parle là de l'évolution nutritionnelle et digestive de ces enfants-là, je vous parle juste de deux papiers qui sont récents. L'équipe canadienne qui alarme un petit peu en disant qu'effectivement les troubles de croissance se poursuivent à l'adolescence. Alors quand on voit un petit peu la cohorte au niveau du Canada, c'est une grosse série, mais dans le suivi des adolescents, il y a quand même un peu moins d'enfants qu'au début que pendant la période de la petite enfance. On voit qu'effectivement, au niveau de... c'est souvent le taux de Z-score poids pour âge attendu qui est faible, enfin qui est plus important. Le taux de Z-score inférieur à -2. Par contre, au niveau de la taille, on voit quand même qu'en croissance staturale, ces enfants-là, ils récupèrent. C'est aussi un petit peu ce qu'on va illustrer. Et qu'au niveau de l'IMC, c'est-à-dire que quand on fait le poids pour la taille attendue, globalement, ces enfants-là rattrapent aussi. Le constat de ce papier, c'était qu'il y avait bien sûr une augmentation de la dépense calorique chez ces enfants au repos. Il n'y avait pas de différence de BMI entre 5 et 7 ans, qu'il y ait une gastrostomie ou pas. Mais ça, on va avoir l'occasion d'en reparler. Et donc, la question qu'évoquait ce papier dans la discussion, c'était éventuellement de diminuer le seuil de prise en charge par gastrostomie chez ces enfants, en tout cas de leur proposer peut-être une solution, alors gastrostomie ou autre, mais en tout cas plus précoce. Un deuxième papier rapidement qui parlait de la croissance à 12 ans dans Pediatrics l'année dernière, où également ils montraient l'évolution du Z-score, et là ils avaient parler de leur population avec ou sans ECMO, ça reprend quand même ce critère de gravité que peut représenter l'ECMO, donc des hernies plus sévères. On voit que globalement, elles ont un Z-score qui est inférieur, qui reste inférieur par rapport aux enfants qui n'ont pas eu d'ECMO, mais on voit quand même qu'avec le temps, il y a quand même une amélioration de ce Z-score des deux groupes. L'étude de Lille, donc c'est la cohorte lilloise, donc 91-2002, c'est une série qui est un peu historique parce qu'en termes de prise en charge néonatale, il y a bien eu des progrès. 103 nouveau-nés, 58 enfants nés vivants porteurs d'une hernie de coupole, et à 16 ans, on est à 48 patients revus pour lesquels nous avons toutes les données, staturales, pondérales, tout. On a revu les données anténatales, néonatales, termes, anomalies associées, réanimation. Ça, on n'en parlera pas trop dans les détails parce que bien sûr la réanimation a changé. Le timing de la chirurgie, le compte-rendu opératoire, donc c'était un peu l'un des buts de cette étude. Le délai de réalimentation et puis bien sûr le suivi standardisé qu'on peut retrouver dans le PNDS. Les critères d'évaluation de la morbidité nutritionnelle et digestive, c'était l'âge et l'autonomie digestive, le support nutritionnel et sa durée. Donc on avait défini nutrition parentale, mais on s'est surtout intéressé après à la population des enfants qui ont eu une gastrostomie. Le retard de croissance avec le Z-score poids sur taille inférieur à -2, les troubles de l'oralité avec une évaluation orthophonique et le reflux gastro-œsophagien et sa prise en charge. La cohorte lilloise, là, c'est pour les données brièvement anténatales. À l'époque, il y avait 60% de diagnostic anténatal, pas de prématurité, un poids de naissance moyen qui était plutôt de 3 kg, donc des enfants qui étaient pas trop, enfin qui naissaient à terme, hein, globalement. Une ECMO, 13 ECMO en fait dans cette série, une durée de nutrition parentérale médiane de 15 jours. Vous voyez que c'est quand même très extrême. Il y a des enfants qui ont eu une nutrition parentérale très très longtemps. Une durée d'oxygénothérapie, pareil, médiane à 11,5 jours. Et au niveau de l'âge à la chirurgie, 6 jours en moyenne. Alors là, il y avait quand même des enfants qui avaient des ECMO, hein, donc qui n'étaient pas opérés tout de suite. 22 prothèses par patch de Gore-Tex. Et il y avait dans cette série historique 11 hémivalves qui avaient été réalisées chez ces patients. Pour resituer un petit peu la morbidité digestive dans les autres morbidités. Quand on voit un petit peu l'évolution, donc vous avez le code couleur, c'est l'évolution dans le temps et les différents critères. Quand on voit donc les enfants revus sans séquelles, globalement, c'est un taux qui est relativement stable. C'est des enfants qui ont une évolution
sans suivi spécialisé, mais hormis celui du centre. Quand on voit, en gros, la grosse évolution, c'est le taux des infections respiratoires, donc qui diminue. Les exacerbations et toutes les infections, ça diminue vraiment avec le temps. Quand on voit par contre les problèmes qui apparaissent avec l'âge, c'est surtout les problèmes orthopédiques, les scolioses, les pectus sont relativement constants, les déformations thoraciques en elles-mêmes restent constantes, mais les scolioses par contre s'aggravent avec la puberté, ça c'est connu. Et quand on s'intéresse à la morbidité digestive, on voit quand même que ce soit en termes de retard de croissance, donc le score poids pour taille, et aussi de nécessité d'un support nutritionnel, ça diminue aussi avec le temps. Quand on regarde le reflux, on en reparlera, c'est globalement, ça diminue, mais c'est quand même stable et c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Quand on regarde l'âge à l'autonomie alimentaire, donc en violet, c'est toute la cohorte. Donc on voit bien que globalement, 80% de ces enfants sont autonomes sur le plan digestif dans les 3 premiers mois de vie. Par contre, dans le groupe qui a nécessité une gastrostomie, on voit que l'autonomie, bien sûr, elle est décalée. C'est donc 11 enfants qui avaient nécessité une gastrostomie, tous posés avant l'âge de 2 ans. À 16 ans, il y a encore 2 enfants qui ne sont pas sevrés de leur gastrostomie, qui ont encore une nutrition discontinue. Quand on regarde l'évolution des troubles de l'oralité et du reflux gastro-œsophagien, donc je vous ai mis un petit peu là les pourcentages parce que c'est pas forcément évident à lire. Globalement, à 12 ans à 16 ans, aucun de ces enfants ne présentait de troubles de l'oralité ou d'aversion orale ou de difficultés alimentaires ou de refus d'alimentation, toutes les définitions qu'on peut en faire. Bien sûr, dans cette population-là, il y avait une prise en charge orthophonique pour le tiers d'enfants qui présentaient des troubles de l'oralité objectivés en période néonatale. Concernant le reflux, on voit qu'il y avait effectivement, pareil, un tiers de ces enfants qui présentaient un reflux qui était objectivé soit en pH-métrie, soit en TOGD, soit en reflux à l'alimentation. On voyait que ces enfants refluaient. Et ce, malgré les hémivalves prophylactiques qui avaient pu être proposés lors de la chirurgie initiale. Quand on voit ce taux de reflux, on voit globalement qu'à 16 ans, il y a encore quand même 5 enfants qui ont des manifestations de reflux ou des endoscopies de suivi suite à un Nissen et avec des lésions d'œsophagite peptique par exemple. Et donc on peut voir quand même que le reflux, c'est pas, on ne s'en tire pas à la chirurgie initiale et même après, il y a quand même eu 8 enfants qui ont nécessité un reflux gastro-œsophagien, un Nissen, pardon, avant l'âge de 3 ans. Et quand on voit l'équipe finlandaise qui avait publié, donc c'était déjà en 96, ils avaient revu des adultes, 41 patients à qui ils avaient proposé une endoscopie et ils avaient retrouvé soit macroscopiquement, soit sur la biopsie, 22 œsophagites. Et sur ces 22 œsophagites, 6 de ces patients n'avaient aucun symptôme de reflux. Donc là, ils étaient quand même très attentistes en disant il faut surveiller ce reflux parce qu'à l'âge adulte, il peut y avoir quand même des patients qui présentent un reflux, en tout cas qui présentent des lésions d'œsophagite complètement asymptomatiques. Il est probablement sous-estimé dans nos populations. Quand on regarde le groupe de patients avec une gastrostomie, donc c'est 11 patients qui avaient eu la gastrostomie avant l'âge de 2 ans. On regarde globalement, il y avait eu, alors je vous ai remis les chiffres de la cohorte, il n'y avait pas plus d'ECMO dans ce groupe-là. Il y avait, pareil, pas plus de prothèses, hein, pas plus de patchs. Par contre, tous ceux-là ont eu une chirurgie de reflux complémentaire par la suite. Tout cela, en période néonatale, avait des troubles de l'oralité objectivée et un reflux objectivé. L'âge à la pause, en moyenne, c'était 1 an, hein, enfin, et la médiane était à 1 an de toute façon. 9 gastrostomies périendoscopiques et 2 qui étaient chirurgicales au moment de leur confection de Nissen, de valve. Et quand on voit la durée de la nutrition par gastrostomie, c'était 77 mois pour les 9 qui sont sevrés. Et quand on voit la médiane, c'est à peu près 9 ans de nutrition par la gastrostomie. Chez ces patients-là, je vous ai mis juste le détail du suivi à 16 ans. Il y en a 7 qui sont encore suivis pour des manifestations et pour des séquelles de dysplasie bronchopulmonaire. 9 sur les 11 quand même qui ont des déformations thoraciques ou scoliose.
4 qui sont suivis pour des séquelles neurologiques. Alors dedans, il y a quand même un patient qui a une hernie syndromique. Et 2 patients qui sont toujours pas sevrés de leur gastrostomie et 2 patients qui sont traités pour leur reflux traitement médical. Quand on regarde le retard de croissance, là je vous ai mis les différents Z-scores possibles, donc le poids pour la taille, le poids pour l'âge et la taille pour l'âge. Quand on voit l'évolution de ce Z-score, donc on voit bien que donc ça c'est le taux de Z-score inférieur à -2, hein, tel qu'est décrit la malnutrition, enfin la dénutrition. On voit qu'effectivement il y a ce pic à 6 mois, 1 an, enfin il y a cette évolution. Et ensuite, ce taux d'enfants qui ont un score inférieur à -2 diminue avec le temps. Et on voit qu'en fait, c'est le score poids pour âge, par rapport quand on compare les poids de ces enfants à la population générale qui n'a pas de hernie. On voit qu'effectivement, il y a toujours un peu plus d'enfants qui ont un poids qui est inférieur qui a un Z-score à -2. Mais globalement, je n'ai pas mis volontairement le suivi à 20 ans parce qu'on n'a que 19 de ces patients qui ont 20 ans. Ça continue en fait à diminuer. Donc, ils rattrapent globalement leur retard de croissance. Mais bien sûr, ça c'est... avec le dépistage de leurs troubles de l'oralité, avec la prise en charge nutritionnelle précoce. Quand on voit ici la cohorte, ça c'est le Z-score des enfants qui ont une gastrostomie, ça c'est le Z-score de ceux qui n'en ont pas, donc effectivement, mais il n'y a pas de différence, c'est pas significatif sur le plan statistique, et ça c'est celui de la cohorte. Donc globalement, on voit qu'avec le temps, c'est ça le gros message, hein, c'est qu'avec le temps quand même ils améliorent leur retard de croissance. Quand j'ai passé mon DU de chirurgie néonatale, je m'étais intéressée à l'anatomie de la hernie et à l'évolution digestive à court et à long terme. Et en fait, je n'avais pas pu faire les études à long terme sur le retard de croissance parce que je n'avais pas toutes les datas à l'époque. Mais quand on regardait un petit peu la nécessité, quand on regardait les facteurs de la chirurgie qui pouvaient prédisposer à avoir recours à une gastrostomie prolongée dans le temps, c'était la prothèse diaphragmatique. Alors plus que le patch, qui est souvent un facteur, en fait, comme on a dit, qui est retrouvé, c'est plus la gravité, la taille du défect et la gravité de la hernie qui est représentée derrière ça. Mais c'était la donnée, moi, anatomique que j'avais dans les comptes rendus. J'avais pas toujours la taille du défect et il n'y avait pas la classification à l'époque. Donc on a fait comme on a pu. Quand on regardait les facteurs de risque de retard de croissance à 2 ans, ce qui sortait, c'était le foie hernier. Et la gastrostomie à 2 ans, c'était le patch et l'ECMO. Donc c'était les hernies graves. Tout ça, ça nous a fait réfléchir à l'intérêt de la pose de la gastrostomie précoce dans les situations anatomiques à risque. Et bien sûr, quel est le bénéfice pour ces patients, à qui ça va rendre vraiment bénéfice, et à mettre en balance avec les risques, le fait qu'effectivement on rajoute un geste invasif. Alors, c'est pendant la chirurgie, mais ça rajoute un geste en plus, les complications possibles de cette gastrostomie et quelle en est l'utilité, combien de temps ils vont vraiment en avoir besoin. Quand on regarde un petit peu la littérature qui s'est portée sur le sujet, sur en gros l'évolution de cette morbidité digestive et sur les facteurs qui peuvent jouer là-dessus. Donc il y avait toujours les Canadiens qui avaient là, dans ce papier-là de 2006, constaté qu'effectivement on avait progressé dans la réanimation de ces enfants, qu'on augmentait la survie, mais qu'on augmentait aussi la morbidité. Et la gastrostomie, ça apparaissait comme un critère justement de gravité, mais en même temps on prenait en charge des patients plus sévères. Quand on regarde ce papier-là, qui est un petit peu plus récent, qui avait étudié les facteurs de risque d'avoir un retard de croissance et une gastrostomie à l'âge d'1 an, en gros, dans leurs facteurs néonataux, ils retrouvaient l'ECMO et l'HTAP persistante. En gros, la gastrostomie, jusque-là, c'est représenté plus comme un signe de gravité de la hernie de coupole. En plus, il y a des papiers qui disent que ça peut majorer les troubles de l'oralité, donc on n'est pas très chaud pour mettre une gastrostomie. Mais est-ce qu'il ne faut pas penser à la gastrostomie plutôt comme un moyen de diminuer la conséquence sur l'évolution nutritionnelle et digestive de ces enfants, et à qui ça bénéficie ? Quand on regarde ce papier-là, c'était un autre papier qui avait essayé de chercher un petit peu ce qui pouvait retentir sur l'évolution du retard de croissance. Ça, c'est un papier l'année dernière, une équipe américaine qui retrouvait, alors c'était dans les fermetures primaires sans prothèse,
que le Z-score était plus faible chez les patients, donc plus bas, hein, c'est moins bien, chez les patients opérés en TOMI par rapport à la scopie, et qu'il était corrélé inversement à la durée de l'hospitalisation, ce qui était un petit peu confondant quand même. Et en même temps, j'ai cherché dans le papier en détail, et j'ai jamais retrouvé leur taux de chirurgie ouverte. Donc je ne sais pas comment ils ont comparé leur groupe, et s'il y avait beaucoup de patients en scopie, en fait, en thoracoscopie. Là, je remercie Monsieur Storm et le docteur Penafort pour cette diapo que je leur ai empruntée. Il avait fait une présentation sur les troubles de l'oralité de cette population de hernie de coupole au JFRN en 2011, et il avait fait une petite revue de la littérature où il avait retrouvé en gros 5 papiers qui retrouvaient que les troubles de l'oralité, ça touchait environ 25% de ces enfants. Que c'était responsable de 33% de gastrostomie dans un papier de 2001. Et pour la série à l'époque lilloise, ça s'était posé chez 7% de ces enfants. Mais c'était en 2003 et c'était globalement les enfants dont j'ai parlé. Et en gros, ce qui était un peu écrit noir sur blanc sur le papier, c'est que on était un petit peu pas très enclin à mettre une gastrostomie parce que ça pouvait augmenter les troubles de l'oralité. Qu'en est-il de ça? À Lille, en 2010, les collègues orthophonistes lillois et l'équipe de néonates ont travaillé là-dessus, sur les troubles de l'oralité. Alors on a pris le problème un peu dans l'autre sens. On a évalué les patients âgés de 0 à 3 ans qui étaient porteurs d'une hernie diaphragmatique. On a retiré les hernies syndromiques et on a apparié ces enfants-là à des patients sains du même âge de façon assez rigoureuse, pour pouvoir évaluer l'oralité. Ils utilisaient une échelle Evora 03, qui était une échelle qui n'était pas encore validée. C'est pour ça d'ailleurs que c'était une étude cas témoin pour pouvoir avoir une population contrôle. Cette échelle-là évaluait en fait l'oralité selon 7 domaines: le mode d'alimentation, l'alimentation et donc la durée, les textures, la nature des aliments, l'autonomie, les réflexes, donc ça c'était une évaluation orthophonique, hein, la sensibilité, le tactile, le nauséeux, la succion, nutritive, non nutritive, la déglutition, est-ce qu'il y avait un bavage, est-ce qu'elle était dynamique, est-ce qu'il y avait des blocages, la mastication, est-ce qu'il y avait une bonne amplitude, une dynamique dans cette mastication. En gros, c'était évalué comme ça. Donc, il y avait je vous montrerai après les résultats. La population globale, il y avait 27 enfants opérés d'une hernie de coupole, 27 enfants sains à parier. Et puis, vous avez la répartition ici selon la tranche d'âge. En gros, c'était une population d'enfants nés à terme, essentiellement des formes gauches. Il y avait un patch dans 4 cas, donc sur 27. Et il y avait 10 de ces enfants qui avaient une gastrostomie, 7 en péropératoire et 3 après l'intervention initiale. Quand on voit un tout petit peu ces résultats-là, les 10 gastrostomies, il y en a 2 qui avaient été arrêtés après 50 et 120 jours d'utilisation, 2 enfants qui ont nécessité cette gastrostomie 1 à 2 ans, et à l'époque, il y avait les 6 patients avaient encore leur gastrostomie, en avaient encore besoin. Là, vous avez un petit peu les résultats de ces scores d'oralité par tranche d'âge et par patient apparié à leur groupe témoin. Il y avait une différence significative, sauf dans le dernier groupe. Donc, en dessous de 2 ans, globalement, les scores de l'oralité étaient moins bons que le groupe témoin. Par contre, la tranche d'âge 2-3 ans, on voyait qu'il n'y avait plus de différence significative dans les scores de troubles de l'oralité évalués par cette échelle. Quand on regarde un petit peu les facteurs, les variables qui avaient été étudiées pour voir ce qui pouvait éventuellement expliquer la différence de troubles de l'oralité, il y avait le sexe, l'utilisation du patch, la gastrostomie, la dysplasie. Aucun, en fait, n'avait été corrélé de façon significative à la présence ou non d'un trouble de l'oralité. Donc ces patients qui avaient une gastrostomie, qu'elle soit précoce ou tardive, en tout cas dans les 3 premières années de vie, il n'y avait pas de différence significative de troubles de l'oralité. Alors à qui proposer une gastrostomie en péropératoire? À Lille, c'est bien au cas par cas. Ce n'est pas du systématique. C'est sur des données péropératoires. Ce qui avait un peu révélé ma thèse et ce qu'on a appliqué, c'était qu'en gros, c'était les hernies de coupole avec large défect, avec estomac intrathoracique
et ou foie intrathoracique associé, avec un pilier gauche du diaphragme qui était fragile ou fragilisé, c'est-à-dire que quand on devait aussi amarrer le patch au pilier gauche, on modifiait un petit peu et on pouvait fragiliser ce pilier et donc modifier un peu l'orifice hiatal. Quand il y avait un angle de His inexistant ou très ouvert, c'est pareil, on proposait de faire la gastrostomie. Souvent, ces facteurs-là, on les retrouvait un peu chez le même patient. Et bien sûr, c'était en discussion avec le pédiatre néonatologue, comme disait Ronnie, qui était derrière, de l'autre côté, et où on discutait quand même un petit peu de la gravité de cette hernie. Est-ce qu'il y avait une HTAP? Est-ce que c'était un enfant qui allait nécessiter une réanimation plus intense et potentiellement plus prolongée? Et donc un enfant qui n'allait pas manger tout de suite. Et donc on met en place cette gastrostomie au moment de la réparation de la hernie. C'est une sonde de gastrostomie siliconée à ballonner qui est changée par les gastro-entérologues pédiatres 6 à 8 semaines après par un bouton. Voilà. Pour conclure, à 16 ans, on a un tiers des patients revus qui sont sans séquelles. On note quand même la tendance qu'on avait à 12 ans, c'est-à-dire une évolution favorable des troubles digestifs, que ce soit sur l'oralité et le retard de croissance. Mais moi, je dirais que c'est sous couvert quand même d'un dépistage et d'une prise en charge précoce de ces troubles. Donc il faut, pour avoir ces résultats-là, en fait, quand on voit les papiers dans la littérature, c'est du rétrospectif et toutes nos études sont rétrospectives. Mais c'est vrai que les conclusions, en gros, sont les mêmes. C'est-à-dire que probablement qu'on n'est pas assez précoce dans le dépistage de ces troubles et en tout cas dans leur prise en charge. Pour le reflux, moi je pense qu'il reste sous-estimé et que c'est une population à risque et qu'il faut que ces enfants-là, à l'âge adulte, aient un suivi gastro-entérologique. Les troubles de la croissance squelettique, ça, on l'a vu, c'est quand même les grosses séquelles orthopédiques qui se démasquent à cet âge-là. Et bien sûr, les papiers disent que plus les scolioses, par exemple, sont dépistées, sont mis en évidence tôt, plus souvent elles nécessitent une cure chirurgicale. Alors, il peut y avoir aussi des scolioses congénitales associées, malformatives. Mais par contre, il montre bien dans les papiers que j'ai lus qu'il y avait un taux équivalent qui est une prothèse ou pas. Et donc, il n'y a pas que la prothèse. La prothèse n'est pas la source de tous les problèmes de ces enfants. C'est surtout la maladie qu'ils ont à la base et la gravité de leur hernie. L'intervention chirurgicale initiale, en gros, pour diminuer les morbidités, quelles qu'elles soient, on a un éventail de choix d'abord, mini-invasif, laparotomie. On peut mettre une prothèse. Alors on a vu avec Julia toutes les prothèses qu'on pouvait avoir disponibles, ou un lambeau, ou type de prothèse ou lambeau, la pose de la gastrostomie ou pas, la pose du drain thoracique. On peut, nous chirurgiens, discuter de beaucoup de choses à faire en péropératoire, mais ça reste un arsenal thérapeutique qui est à notre disposition et qui doit être discuté au cas par cas et adapté aux patients. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Qui n'a rien à voir avec les gastrostomies parce que nous, on n'en pose pas en systématique, même si nous avons un néonatologue derrière le dos. Et même s'il a un pistolet, on n'en mettra pas en systématique. Ouais. C'est bien la discussion. On ne fait pas systématique. 30%, on ne peut pas dire que ce n'est pas systématique. On peut dire que c'est quasi systématique dans les formes graves. Parce que 36% dans les formes graves, d'accord. Malheureusement, à Lille, malheureusement, on a plus de formes graves. Ah, on est d'accord. Oui. Parce que là, la position de l'angle de His, le pilier plus ou moins hypotrophique, sincèrement, ça c'est des critères chirurgicalement parlant, c'est pas très précis. Non, mais ça j'en avais discuté avec Monsieur Bonneval, qui est l'un des opérateurs de l'équipe, et c'est bien pour dire quand même que c'est une question de feeling et qu'on ne le fait pas de façon systématique, c'est-à-dire qu'on a une autre analyse anatomique et on en discute. Après, voilà, au lieu d'écrire 5 lignes, on peut dire on le fait systématiquement pour les défects de grade D. Point. Oui, après, voilà. C'est votre choix. J'avais une question, rien à voir avec les gastrostomies. Vous avez un suivi jusqu'à 16 ans de patients. Et encore 20 ans. Voilà, et plus. Est-ce que dans votre série historique, vous avez eu des patients qui ont eu des reflux, mais au fait, on se rend compte que y en a qui ont des hernies hiatales. Et on en a quelques-uns, des vieux qui reviennent, avec finalement le diaphragme pas récidivé, tient bien, et qui se plaignent du reflux, plus ou moins. Mais ils ont un reflux à l'endoscopie, on se rend compte qu'ils ont une hernie hiatale.
Mais c'est une hernie hiatale vue en endoscopie ou vue au TOGD? Les deux, après, parce que bien sûr, on fait 3 fois le tour, parce qu'on on pense qu'il y a une récidive de hernie, parfois même ça fait une image, mais non, c'est une hernie hiatale, quelques-uns qui ont dû être réopérés. Alors, je me suis posé la question, peut-être on a bien fermé le diaphragme, peut-être par la croissance, on a tiré la couverture du côté de fermeture du Bochdalek et on a élargi l'orifice hiatal, mais on se rend compte que parfois il y a quelques vieux patients qui reviennent avec des hernies hiatales. Est-ce que vous en avez pas? Ça, moi, j'en ai pas vu. Alors, je ne veux pas dire d'erreur. Il faudrait que je vérifie, mais je suis pas sûre qu'ils aient. Non, parce que les quelques patients qui avaient un reflux, notamment qui n'a pas été pris en charge avant 3 ans, ils ont été opérés du reflux après, mais d'un reflux. D'accord. Mais sans hernie hiatale associée. Merci. Je vais revenir sur la question de la gastrostomie. Avec l'évolution des paramètres de prise en charge, on voit que ça bouge beaucoup dans la prise en charge, parce qu'on commence à mieux comprendre la physiopathologie des hernies de coupole. Est-ce qu'il y a eu un effet de temps dans l'attitude des chirurgiens vis-à-vis de la gastrostomie? Autrement dit, est-ce que, parce que, à moins que je n'ai pas bien vu, est-ce que vous avez l'impression que vous en faites de moins en moins, que vous avez restreint vos indications? Parce que... Alors moi, ça fait 1 an. Enfin là, je suis en mobilité actuellement, donc je peux pas dire là sur les dernières tendances de l'équipe. Moi, j'ai pas l'impression. Ouais. Tu veux un micro? C'est quelques bébés qui étaient quasiment autonomes et sortants ou qui sont revenus après une première sortie et qui ont eu besoin d'une gastrostomie endoscopique et qui ont posé des graves problèmes de décompensation à ce moment-là. C'est essentiellement ça l'argument des néonates, c'est d'éviter une deuxième AG dans les semaines qui suivent. Donc c'est vrai que c'est pas très scientifique, mais on a eu quelques quand même expériences de bébés qui nous ont fait regretter cette deuxième anesthésie. Oui, bien sûr. Par rapport à quoi? Pour Oui, en fait, là, ce que j'ai mis dans les 58 patients, il y en a donc 11 qui avaient eu des valves, des hémivalves au moment de la chirurgie, ce qu'on ne fait plus. Et il y en a 8 qui ont eu un Nissen avant l'âge de 3 ans. Et ensuite, j'ai pas repris. Il y a eu globalement entre 5 et 7 patients qui ont été suivis pour un reflux. Et je pense qu'il y en a 2 qui ont été opérés après l'âge de 3 ans de leur reflux.